Bien, je vous remercie tous et toutes pour ces questions. D'abord, je vais essayer de répondre à l'ordre des questions telles qu'elles ont été reçues. Nous avons effectivement signé deux conventions importantes avec l'Union européenne. C'est des conventions pour l'année essentiellement pour l'année 2022. Une partie va aller jusqu'en 2023. Mais c'est dans le cadre d'un accord global avec l'Union européenne qui va jusqu'en 2024, par lequel l'Union européenne s'est engagée à allouer à notre pays un peu plus de 120 millions d'euros. Ce qu'on a signé la semaine dernière, c'est un peu moins de 50 millions, le 9 mai dernier. C'est pas la semaine dernière, c'est le lundi. C'était un peu moins de 50 millions d'euros pour cette partie. Je couvre deux domaines essentiels. L'un, c'est pour un appui budgétaire. Un appui budgétaire donc en faveur de l'État mauritanien. Donc un montant qui sera décaissé par tranche en faveur du budget de l'État. Et le deuxième, c'est pour appuyer la gouvernance dans le pays. C'est l'occasion de rappeler qu'avec l'Union européenne, nous avons défini des secteurs prioritaires dans lesquels ils vont nous accompagner. Et dans ces secteurs-là, il y a trois domaines. Le premier domaine, c'est le capital humain, c'est-à-dire l'éducation et la santé, essentiellement. Le deuxième, c'est la transition vers l'économie qu'ils appellent l'économie bleue et verte, c'est-à-dire la pêche, l'agriculture. Et le troisième, c'est la gouvernance. Donc, ces conventions rentrent dans le cadre de ces accords-là. Bien, par rapport aux rencontres faites à Washington avec le FMI, avec en particulier le directeur général adjoint du FMI, j'étais avec le ministre des Finances et avec le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie. Vous le savez, la Mauritanie est en négociation avec le FMI pour un nouveau programme de partenariat. Et ces discussions avec les services du fonds ont commencé depuis quelques mois. Les négociations continuent. Quand on négocie avec un partenaire, de temps en temps, il y a des points de blocage, il y a des points sur lesquels on n'arrive pas à s'entendre. Et il n'est pas mauvais de temps en temps de voir des niveaux supérieurs pour voir si on peut avancer. Et je crois que ce qui se passe avec le management du FMI à Washington, c'est que nous avons fait un bon progrès dans ces négociations. Elles ne sont pas conclues. Une prochaine mission est attendue très bientôt. Je ne sais pas si on va conclure à cette mission-là, mais si ce n'est pas celle-là, on attendra la prochaine. Il s'agit, le FMI assez politique, assez critères. Nous aussi, nous avons nos priorités et nous avons des choses que nous pouvons accepter, d'autres que nous ne pouvons pas accepter. Et voilà, donc ce sont deux partenaires, mais des partenaires amis. Le FMI est un grand partenaire, c'est un partenaire avec lequel nous faisons beaucoup de choses importantes pour le pays. Il s'agit seulement de prendre le temps qu'il faut pour qu'on se comprenne bien, pour qu'on s'entende bien dans le cadre d'un accord qui correspond aux intérêts de la Mauritanie, aux intérêts des Mauritaniens, mais aussi qui répond aux critères et à la politique du FMI. Et donc, c'est de ça que nous avons discuté avec le directeur général adjoint du FMI. Par rapport au gré à gré, mais le gré à gré est un mode d'acquisition comme tout autre mode d'acquisition. C'est un mode de passation de marché, comme tout autre mode de passation de marché. C'est vrai ici, c'est vrai dans tous les pays du monde. Il faut le faire quand c'est nécessaire. Il faut le faire quand c'est nécessaire. Ce qui est nouveau ici, c'est la transparence additionnelle mise quand il s'agit d'un gré à gré. Non seulement il faudra consulter la Commission nationale de contrôle de passation de marché public pour donner son avis sur la justification du gré à gré. Des fois, ça peut justifier, des fois, ça peut ne pas justifier. S'il y a un désaccord entre l'autorité contractante et la Commission nationale de passation de marché public, les positions des uns et des autres seront rendues publiques. Vous, journalistes, tout le monde, tous les citoyens auront accès aux positions de l'un et de l'autre. Donc, c'est vraiment la transparence maximale qui sera faite dans la passation des marchés publics en général et des gré à gré en particulier. Là, c'est un élément sur lequel je voudrais insister, c'est vraiment
l'importance que le président de la République accorde à la transparence dans tout ce qui est gestion des biens publics. Et là, c'est un point qui a été pris en compte à ce sujet-là. Le frère a posé des questions sur les CI de la Commission de passation des marchés publics. Les commissions, c'est eux qui sont en charge de la passation de tous les marchés publics. Tous les marchés publics, ils ont la charge, qu'ils soient petits ou grands, c'est eux qui sont en charge de la passation des marchés publics. Maintenant, ce qui est dit, c'est qu'ils vont les gérer tous, mais la Commission nationale de contrôle des marchés publics aura la latitude de contrôler tous les marchés publics, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient des contrats de 10 millions, que des contrats de 100 millions ou de beaucoup plus que ça, de 1 milliard. La Commission de contrôle des marchés publics aura la latitude de faire un audit sur tous ces marchés, comment ils ont été passés. Là, encore une fois, j'ai parlé de la transparence, c'en est un, et je parle surtout de la responsabilisation. Ceux qui sont en charge savent très bien. Ils prennent la décision en leur âme et conscience, mais quelqu'un peut passer après pour auditer ce qu'ils ont fait. L'impact social, comment cela va se matérialiser? Bien sûr, il ne s'agit pas de demander à une coopérative féminine d'entrer en concurrence, en compétition avec une entreprise de Nouakchott et autres. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de réserver des marchés à des ONG. Par exemple, on dit par exemple, l'exécution de ce marché-là sera faite par des ONG. Les ONG entre elles peuvent compétir. Les associations de jeunes, des associations handicapées peuvent compétir entre elles. Mais ce sera réservé à ces gens-là. Il ne s'agit pas de faire compétir une ONG contre une entreprise importante. Donc il s'agit de réserver et de faciliter l'accès de ces gens-là au marché public. Bien, quand le frère dit que le problème, ce n'est pas l'absence de loi, mais c'est la mise en œuvre. Je ne peux pas être plus d'accord avec vous. Vous avez tout à fait raison. Mais quand on s'arrête là, on n'a pas tout dit. Il faut la loi, il faut la mise en œuvre de la loi, il faut l'application, il faut la bonne application de la loi, mais il faut aussi une bonne loi aussi. Pour avoir une bonne application, il faut aussi avoir une bonne loi. Donc ici, nous sommes seulement à l'étape de bonne loi, de bons décrets, en vue d'une bonne application. Et la bonne application, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien former les gens. Bien former les gens. On ne peut pas demander à quelqu'un de bien faire un travail s'il n'est pas formé pour ça. Il faut lui donner les bons outils. Il faut le responsabiliser. Il faut qu'il sache que la décision qu'il prend, c'est lui qui est responsable. Ça le motive davantage, ça l'implique davantage dans la décision. Donc, oui, la loi seule ne suffit pas. Mais nous pensons que la loi actuelle améliore celle qui existait et nous faisons en sorte que l'application soit bonne. Comment le frère demande dans quelle mesure la loi actuelle va contribuer à améliorer la célérité avec laquelle les projets seront exécutés. De plusieurs manières. La première, c'est les délais réglementaires dans la loi ont été réduits. Et dans les décrets, ont été réduits. Les délais réglementaires sont réduits. Deuxième raison, la responsabilisation des personnes en charge. Ils sont responsables du calendrier d'exécution des projets. Donc, c'est la responsabilisation, encore une fois. Troisième moyen qui va nécessairement raccourcir le délai d'exécution des projets, c'est la diminution du nombre d'étapes de validation des dossiers. Quatrième raison, c'est l'évaluation, le choix des adjudicateurs. Ils seront pénalisés ils seront davantage pénalisés quand ils seront en retard, et nous espérons qu'il y aura de meilleurs critères d'évaluation des entreprises. Donc, c'est un ensemble d'actions qui, combinées, devraient conduire à une amélioration de l'exécution des projets. Mais, je ne l'ai pas dit, mais en fait, ça c'est primordial, c'est la bonne planification. La bonne planification suppose encore une fois la responsabilisation des personnes en charge de la mise en œuvre des projets.
On demande qu'est-ce qui est fait pour la transparence. Moi, d'abord, j'ai donné quelques éléments pour la transparence. Je pense même avoir donné beaucoup d'éléments pour la transparence. Et en fait, c'est bâti autour de la transparence. Parce que la responsabilisation, quand on sait qui est responsable de quoi, c'est le début de la transparence. Quand il y a un problème, on sait où il faut aller. On sait qui est responsable de ce problème-là. Donc ça, c'est le début de la transparence. Quant aux garanties de bonne exécution, oui, ça a existé avant et ça continuera à exister. Il y aura toujours, quand on soumissionnera, il y aura toujours des garanties de bonne exécution avant de valider le contrat. Je vous remercie. C'était les questions que j'avais.